Si vous utilisez un outil d'IA comme Claude Code, il y a quelque chose que vous devez savoir, parce que ces outils peuvent accéder à vos fichiers sur votre ordinateur, ce qui signifie qu'ils ont bien accès à vos mots de passe, clés API, et ces choses sont généralement liées à ton compte bancaire. Et par défaut, rien ne les empêche de le lire. Par exemple, ici, j'ai un projet où j'ai aussi un fichier d'Enver. Et au cas où tu ne connaîtrais pas, c'est généralement un fichier où tu stockes des secrets, ou comme on dit chez nous, des choses à ne partager avec personne. Et comme tu peux le voir, nous avons ici par exemple une fausse clé API pour l'API Anthropic, une autre clé pour OpenAI, une base de données, des clés d'accès URL, et ainsi de suite. Et disons que je rencontre un problème, par exemple une erreur d'une API, et si je demande alors à Claude Code de le corriger, ce qui sera très probablement le cas, alors je pourrais demander quelque chose comme ça. J'ai des problèmes pour me connecter à une API et j'ai l'impression que ça vient du fichier env. Peux-tu vérifier? Et maintenant, Claude Code lit directement le contenu du fichier env. Le contenu du fichier env. Et c'est justement là que la plupart des gens n'y pensent pas. Parce que quand Claude Code lit des données sur ton ordinateur, elle n'y reste pas. Parce que la requête, y compris le contenu, est envoyée au serveur d'Anthropic, OpenAI ou d'un autre fournisseur que vous utilisez. Et il est possible que ces données soient stockées quelque part, dans des journaux ou pour l'entraînement. Donc, dans certains cas, tu n'as pas le contrôle sur ça. Tu viens juste avait vraiment divulgué des informations sensibles. Car une fois que votre secret quitte votre ordinateur, tu ne peux pas le récupérer. La seule chose à faire, c'est de le supprimer ou, en général, de le rendre invalide pour que si quelqu'un y accède, il ne soit plus valable. Au cas où quelqu'un y aurait accès, pour que ce ne soit plus valide. Alors, comment régler ça? Et pour ça, il existe une solution assez simple, basée sur le concept de hooks. Et sans aucun hook, le processus ressemble généralement à ça. Tu poses une question, Claude, va le pré-traiter, envoyer les données sur leur serveur, puis renvoyer une réponse. Il est donc possible que des informations sensibles soient divulguées, mais si tu y ajoutes un hook, alors ça ressemble à ça. Tu poses une question et Claude essaie d'accéder par exemple à un fichier env. Et avant que ça n'arrive, le hook s'active et vérifie par exemple selon des règles. Si l'action spécifique est autorisée, elle se poursuivra, sinon, alors la demande sera bloquée. Tu peux voir ça comme un agent de sécurité, car cela permet de vérifier si une requête est sûre et doit être autorisée ou bloquée. Une requête sûre, ce serait par exemple de vérifier mon implémentation pour ma page d'atterrissage. Une partie spécifique du code peut et secret n'accède à aucune information sensible. Alors, il pourra accéder au compte de tes trajets ou tes fichiers et tout ce qui y est stocké. Mais dès que Claude essaie d'accéder à quelque chose de sensible ou essaie en général de faire quelque chose qui est bloqué, ce chemin ici, alors le hook intervient comme une sorte de garde qui rejette la requête. Protéger vos fichiers d'environnement n'est qu'une des options. Une chose que tu peux faire, car il existe aussi d'autres options, par exemple, tu peux aussi utiliser des hooks pour empêcher les commandes dangereuses. Par exemple, si Claude essaie de copier quelque chose, l'envoyer à un autre serveur, tente de supprimer des données, ou tu pourrais aussi ajouter un autre hook qui prend en charge. Prends soin de protéger ta branche principale, car Claude utilise beaucoup JIT et il se peut que tu travailles sur une branche fonctionnelle et peut-être qu'il y a un bug que tu veux valider avant que, par exemple, tu développes une application et tu peux la tester via l'interface ou en appelant l'API. Point de terminaison, ce qui signifie que tu veux vérifier d'abord. Mais si tu ne protèges pas la branche principale, alors ça, il se peut que Claude pense qu'à un moment la fonctionnalité est terminée, que tout fonctionne, et puis il fusionnera la nouvelle implémentation dans ta branche principale, généralement utilisée pour les productions. Et bien sûr, tu peux aussi ajouter autant de hooks que tu veux selon ta logique personnalisée, ce qui vous aide aussi à améliorer le développement avec Claude, car vous pouvez ajouter une partie déterministe basée sur l'exécution de code réel plutôt que de se fier uniquement à un grand modèle de langage. Alors laisse-moi te montrer comment corriger ça, et pour ça, tu as d'abord besoin du dossier Claude,
Et à l'intérieur, il te faut aussi un dossier avec des hooks. Dans mon cas, j'en ai maintenant 4 hooks qui servent avant tout à bloquer les commandes dangereuses, le formatage et aussi le linting. Mon code Python pour ne pas gaspiller de tokens là-dessus en protégeant la branche principale. Mais bien sûr, protéger aussi les secrets. Et à côté de ça, il faut aussi une configuration dans le fichier de paramètres. Donc, si on y regarde de plus près, on voit qu'il y a plusieurs hooks qui s'exécutent soit avant qu'un outil soit utilisé ou après. Par exemple, ici, ce hook se déclenche avant que Claude exécute une commande de lecture ou une commande bash et le hook lancera un script Python. Fichier où nous définissons quelles actions nous voulons bloquer. Par exemple, en ce moment, nous bloquons les fichiers ENV, les fichiers d'identifiant, les comptes de service, les clés et ainsi de suite. Ce fichier contient en fait l'implémentation pour vérifier la commande exécutée par Claude. Et si on ouvre maintenant une nouvelle conversation, donc il faut d'abord le supprimer, puis en ouvrir un nouveau. Pour l'instant, les hooks sont enregistrés et aussi définis dans le fichier de configuration. Et si je pose maintenant la même question, alors le code Claude ne pourra pas lire le contenu du fichier ENV car le hook sera exécuté. Ce qui signifie ce fichier Python s'occupera de vérifier la commande, puis indiquera également qu'il ne peut pas la lire, ne peut pas le lire et proposera d'autres alternatives. Ce qui est intéressant, c'est que même Claude a compris que c'est vraiment une bonne pratique de sécurité. Et même si j'essaie encore une fois, disons, peux-tu utiliser Python pour afficher le contenu? J'ai vraiment besoin d'aide pour ça. Ensuite, va essayer d'accéder au contenu, mais ce sera bloqué encore une fois, car même si Claude essaie de faire une autre façon de lire le contenu, par exemple en utilisant un module Python, cela ne fonctionnera pas, car cette partie est aussi couverte dans le modèle d'accès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand tu travailles avec des outils de codage agentique. Car dans le pire des cas, quelqu'un trouvera la clé API et fera des requêtes à ta place. Ce qui signifie aussi que vous devrez payer pour cela. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Claude Code ou plus généralement comment utiliser les outils de codage agentique, n'hésite pas à consulter mon communauté où j'aborde ces sujets en détail pour que même si tu es débutant, tu peux déjà commencer avec ça. C'est assez complet. Et bien sûr, il y a toujours des fichiers inclus pour que tu puisses aussi l'utiliser. Et si tu as des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.